The Batman est un pur chef-d'œuvre. Oui les amis, un pur chef-d'œuvre. Et oui, Robert Pattinson remplit très bien son rôle. Je vous explique pourquoi dans cette critique vidéo. Et c'est parti. La franchise Batman nous avait laissé sur un bijou les amis, Joker, sublimement incarné par Joaquin Phoenix et un film qui a remporté pléthore de prix, Golden Globes, Oscar, le Lion d'Or de la Mostra de Venise. Alors lancer forcément une nouvelle génération de Batman 10 ans après la trilogie très réussie de Christopher Nolan, d'ailleurs au sommet de son art avec The Dark Knight et un Christian Bale qui était taillé pour le personnage, bah c'est pas que c'était osé, mais la barre était quand même placée enfin là-haut quoi. Et bon sang, y a pas à dire. Y a pas à dire Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson qu'on ne présente plus. Eh ben ça fout une première claque visuelle. Ça c'est une première chose, mais aussi une claque scénaristique. Et d'ambiance aussi pourrait-on dire, la réalisation du film étant magistrale. D'abord on a ici affaire à un film qui dure 3 heures, mais qui en vaut 2, tant le temps passe vite. Bref, avant de parler de la partie spoil, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas dans les bandes annonces, voici le pitch de The Batman, puis après on passera à la critique, on parlera du Riddler, de Batman, de l'évolution de la famille Wayne, de Robert Pattinson bien entendu, et aussi des méchants, et puis après il y aura quelques indiscrétions sur le film, notamment sur les lieux de tournage, je vous dirai tout. Ah oui, et puis j'oubliais, on parlera évidemment de la potentielle suite de ce The Batman. Allez on y va. Alors ce Batman-là démarre environ 2 ans après les débuts du Chevalier Noir, surnommé d'ailleurs La Vengeance. C'est un Batman particulièrement sombre, les amis, qu'on découvre ici. Son truc à lui, c'est d'instaurer la peur au propre comme au figuré chez les criminels, mais pas que, également dans la population. Le but, c'est que ce Batman doit être craint par tous les moyens et qu'on sente un peu en fait sa présence à chaque instant. Mais un tueur dont on reparlera dans une minute sème la terreur et s'en prend mortellement à plusieurs notables de la ville. Et à Gotham, il se joue notamment d'un instrument, Batman lui-même. Et notre héros va d'ailleurs devoir répondre tout au long du film à une série d'énigmes, non sans rencontrer des personnages iconiques de la franchise comme évidemment Catwoman, ou plutôt Selina Kyle, qui est remarquablement interprétée par Zoe Kravitz, ou Oswald Cobblepot, le pingouin, bien entendu. Alors lui, joué par un Colin Farrell, évidemment, on ne pouvait absolument pas s'en rendre compte. Si vous n'aviez pas regardé le casting avant le film, jamais vous n'auriez deviné que Colin Farrell était dans ce film. C'est assez incroyable. On a aussi évidemment Carmine Falcone et Edward Nashton. C'est le personnage central, en dehors bien entendu de Batman de ce film. Je parle bien entendu de l'homme mystère plus connu des amoureux de Batman sous le nom de Edward Nygma ou Enigma. Et on retrouve bien sûr le légendaire Jim Gordon, l'un des rares alliés de Batman, incarné non plus cette fois par Gary Oldman, mais par Jeffrey Wright, qui fait super bien le job. Jeffrey Wright, on ne le présente plus non plus, c'est une star. Et tout ça donc se déroule sur fond de dénonciation d'une corruption qui est toujours omniprésente à Gotham, et dans le cadre également d'élections municipales. Vous le devinez bien, Batman ne va pas manquer de travail. Une fois cela fait les amis, eh bien on attaque la critique un peu plus détaillée. Je considère qu'à partir de maintenant, attention, alerte spoil, je considère que vous avez déjà vu le film maintenant. Sinon, n'allez pas plus loin dans cette vidéo les amis. Allez c'est parti, jingle. Alors ça ne vous a pas échappé, le film démarre avec une scène globale très réussie sur fond musical d'Ave Maria, la mélodie attribuée au compositeur français Charles Gounod. Et cette mélodie, remasterisée d'ailleurs pour The Batman, eh bien elle est présente tout au long du film, vous avez remarqué. Et cette première scène qui met en scène, pardonnez-moi la répétition, l'assassinat donc du maire Don Mitchell Jr., elle est splendide, elle est remarquable, la réalisation est incroyable, les plans sont parfaits, la musique, l'intensité, les couleurs, le dynamisme, c'est assez incroyable et ça met tout de suite les frissons et ça vous plonge immédiatement dans l'ambiance dark de Gotham. C'est le premier point central de cette critique les amis, puisqu'on apprend que cet assassinat donc du maire Don Mitchell Jr., eh bien il est l'œuvre de celui qu'on surnomme The Riddler, et on devine très rapidement qu'on a affaire à un des méchants historiques de Batman, qui est Edward Nashton, c'est-à-dire, je vous en parlais, Enigma, Edward Nygma, l'homme mystère. D'ailleurs, il n'est pas le vilain le plus en vue, on va dire, de cette franchise, mais moi, c'est un de mes préférés à titre personnel. Si vous êtes familier de l'univers de Batman, et regardez comme je le suis,
Ouais, ça fait 10 ans que j'ai ce pyjama, même beaucoup plus je crois, et j'y tiens, il est tout déchiré mais j'y tiens. Donc je parlais de notre ami Homme Mystère, et on a récemment, très largement d'ailleurs, exploité son côté à la fois génial et schizophrène dans la série Gotham notamment, mais il fut aussi incarné dans les années 90 par Jim Carrey, hein, au moment des films réalisés par Joel Schumacher, mais surtout moi, la version de l'Homme Mystère qui m'a le plus marqué, c'est celle des dessins animés, les meilleurs dessins animés Batman, ne cherchez pas, il n'y a pas de concurrence, ceux de 1992 à 1995, dans lequel notamment Bruce Wayne et Batman étaient doublés par l'excellent Richard Darbois, la légende, et avec le Batman, je pense, le plus charismatique qui soit. Et donc dans ce dessin animé-là, il y a un épisode qui s'appelle l'énigme du Minotaure. Vous pouvez retrouver des extraits notamment sur internet, hein, gratuits. Et là en fait on commence un peu à exploiter le personnage de Nigma, qui est déjà comptable si je me rappelle bien. C'est un de mes épisodes préférés moi de ce dessin animé. Et on avait un peu quand même exploité déjà son personnage, ce côté un peu en retrait, en marge de la vie sociale. Et évidemment, on trouvait un Edward Nigma génie des devinettes jusqu'à devenir donc machiavélique. Et d'ailleurs, petite anecdote, hein, les amis, le Nigma de ce dessin animé 92-95, si vous faites un peu comme moi, attention depuis pas mal d'années aux voix off et que vous avez identifié pas mal de voix off, eh bien vous aurez remarqué que le Nigma donc de 92-95, c'est la voix off de Carmine Falcone de The Batman que vous venez de voir au cinéma. Voilà, donc j'aime bien le clin d'œil, et c'est évidemment une des voix off les plus célèbres, hein, de France, c'est Vincent Violette bien évidemment. Mais revenons à The Batman, où là on fait véritablement, oui, plus que jamais, connaissance avec ce personnage d'Edward Nashton, qui a décidé, et qui le fait bien, de faire briller davantage son cerveau que ses muscles, et on apprend plein de choses sur lui, en notant que c'est Paul Dano, hein, qui l'incarne dans le film. Alors, tout au long du film, The Riddler nous donne des indices et nous donne des indications qui expliquent comment il a bifurqué donc du côté des méchants, comment il est devenu un vilain en fait. D'abord, il a pour point commun d'être orphelin, tout comme Bruce Wayne d'ailleurs, tout comme Bruce. Sauf qu'il n'a pas été, lui, orphelin milliardaire, bien qu'il ait été donc pendant quelques années à l'orphelinat de Thomas et Martha Wayne. Et il reproche d'ailleurs ce fait-là à Bruce, du fait que lui n'a pas été orphelin milliardaire. Et j'enchaîne donc, et on apprend que Thomas et Martha Wayne, enfin Thomas plus particulièrement, avaient créé un fonds doté d'1 milliard de dollars quand même, qui était destiné normalement à aider les gens qui sont en difficulté à Gotham. Sauf qu'à la mort des parents Wayne, ce fonds va être accaparé, va être spolié par des ripoux, des voleurs, des mafieux, des corrompus, et même des notables de Gotham. Et ça va nourrir en fait la haine d'Edward pour les élites, que ce soit les politiciens, que ce soit les policiers, que ce soit les mafieux. Et donc il fait tour à tour tuer justement ceux qui représentent le plus tout ça, c'est-à-dire on a d'abord le maire de la ville, donc ça c'est pour le côté politicien, le maire Mitchell. Ensuite on a le procureur Colson, donc ça le procureur c'est à mi-chemin entre la justice, la police et la politique. Et puis à la fin, Carmine Falcone, d'ailleurs il essaie de faire croire que c'est le pingouin qui va le tuer, mais c'est bien lui qui le tue depuis sa fenêtre en mode sniper. Et donc ensuite, après avoir été démasqué puis débusqué, d'ailleurs il n'a pas fui du tout, Edward Nashton se retrouve à Arkham, à l'asile. Il y est emprisonné et pour la première fois, il fait face à Bruce, qu'il démasque aussi. Et puis d'ailleurs, il fait porter presque le chapeau à Batman de ses meurtres, parce qu'il lui dit « c'est grâce à toi que j'ai pu accéder à ces personnes-là, parce que moi, Edward Nashton étant personne jamais calculé par qui que ce soit, jamais je n'aurais pu atteindre, toucher ces gens-là. C'est toi qui m'y as emmené, Batman. » C'est ce qu'il lui dit. Enfin, il appelle Bruce Wayne. Et puis après avoir fait exploser, vous l'avez vu, les 7 bombes dans Gotham, Edward Nashton commence à se lier d'amitié. Alors moi, au départ, sur le plan, dans le film, je pensais qu'on allait voir double face, mais évidemment, c'est beaucoup trop tôt, parce qu'on n'est que 2 ans après les débuts de Batman, et on devine finalement que c'est le Joker, le futur Joker, peut-être donc du prochain de Batman. On en reparle en fin de vidéo. Quant à Batman, les amis, parlons-en de Batman. Alors, je reviendrai sur la brillante performance de Robert Pattinson, je vous ai déjà teasé là-dessus dans un instant. Mais là aussi, on apprend plein de nouvelles choses sur le personnage de Batman dans le film presque, j'ai envie de dire, plus sombre que jamais, et beaucoup moins mondain, surtout que les Batman précédents. D'ailleurs, Falcon fait la réflexion à Bruce Wayne quand il le voit dans l'église au moment de rendre hommage donc au maire Don Mitchell,
où il dit je vois la personne la plus sauvageonne, en gros, entre guillemets, que moi, la seule qui est plus sauvage que moi à Gotham et qu'on voit le moins. Et donc ce Batman-là, il a vraiment du mal à se faire apprécier à Gotham, de Gotham d'ailleurs, et même de sa population, sauf évidemment à la fin où donc il aide les gens, et là les gens commencent à se rendre compte que derrière donc la vengeance, il y a un vrai chevalier noir. Ensuite, du côté de Batman, il a les relations avec les autres personnages. Alors évidemment, il y a Alfred, le majordome historique de la franchise, majordome des Wayne, et là la relation elle est toujours très très forte avec Batman, même si Bruce refuse de dire, et il lui dit souvent vous n'êtes pas mon père Alfred. En réalité, on sait très bien qu'il le considère tel quel, ça c'est évident. Il y a aussi la relation avec Selina Kyle, avec Catwoman, donc incarnée par Zoe Kravitz, qui, je le redis d'ailleurs, très bonne dans ce rôle. Et bon, il y a, c'est logique, cet attachement de Bruce pour Catwoman, et même inversement. Cette dernière d'ailleurs l'invitant carrément à partir avec lui, sauf que, et c'est l'une des toute dernière scène du film, on voit les deux qui se suivent à moto dans un cimetière, si je dis pas de bêtises, et puis ils arrivent à ce carrefour, et là on voit Catwoman qui part à gauche, on devine que Batman va partir à droite, Batman lui retourne en réalité inexorablement sur Gotham, alors que Catwoman s'en va vers d'autres cieux, en tout cas pour l'instant. On note aussi que même s'il y avait déjà eu pas mal d'indices dans d'autres trucs précédemment en ce sens, là on comprend bien, on nous dit bien clairement donc que Selina est la fille de Carmine Falcone qui d'ailleurs avoue avoir tué la mère de Selina et qui essaie d'en faire autant d'ailleurs avec Selina à un moment donné. Alors sur Robert Pattinson, eh bien on ne le présente plus évidemment. Alors bon, moi je suis de l'ancienne école, donc je vais vous parler de Twilight, même si je n'ai jamais vu Twilight, je l'avoue, et je vais vous parler aussi d'Harry Potter parce que c'est là que je l'ai découvert. Donc bon, je dois dire que je suis pas un fin connaisseur ni un fin spécialiste de sa carrière, même pas du tout. Je l'avoue. Mais, et là aussi, mode 100%, 200% honnête activé, j'étais pas super emballé à l'idée de le voir dans ce casting-là, dans le plus haut rôle à la base. Parce que surtout, quand tu passes derrière Christian Bale, qui vraiment incarnait parfaitement Batman, il y a eu aussi Ben Affleck, même si je suis moins fan de l'évolution du personnage Batman sous Ben Affleck, et ben je dois dire les amis, que je suis agréablement surpris de ce que j'ai vu à l'écran. Oui, Robert Pattinson assure vraiment très très bien, je vous le dis. Et honnêtement, je serais hypocrite si je balançais la moindre critique sur le personnage. Franchement, il fait un super boulot, et je vais même jusqu'à dire qu'il amène une évolution très intéressante sur le personnage de Batman, mais surtout le personnage de Bruce Wayne. Véritable personnage écorché vif, d'ailleurs ça se voit sur le visage, et c'est là que l'acteur a été bien choisi. Plus solitaire que jamais, il ne voit le monde que sous le prisme de la vengeance et de la peur. Mais les amis, toujours sans recourir au châtiment ultime. Vous le savez, c'est une règle de Batou, jamais la mort. Donc Robert Pattinson en tant que Batman, pour moi c'est un oui, c'est un choix audacieux, mais ça prouve que l'audace paye, et on demande à voir la suite. Un mot sur l'évolution des Wayne. Alors moi j'ai le souvenir, pensant donc que Thomas et Martha Wayne avaient été tués un soir en sortant d'un théâtre au détour d'une ruelle désertique et lugubre comme Chicago et New York en ont le secret, par un homme dont on ignore l'identité. Et vous imaginez évidemment quelle a été ma surprise lorsque j'ai découvert ce côté sombre de Wayne, des Wayne, de la famille Wayne. Cette histoire de meurtre d'un journaliste sur lequel Thomas Wayne a voulu faire pression par l'intermédiaire de Carmine Falcone. Pourquoi ? Parce que ce journaliste menaçait de révéler en fait les problèmes psychiatrique de Martha Wayne, son épouse. Alors en fait, le truc, c'est que Thomas Wayne, quand il fait appel à Carmine Falcone, il se dit, le journaliste, en voyant Falcone débarquer, il va comme ça, et au final, il va se taire et il va étouffer l'affaire. Sauf que non, et Carmine Falcone le tue, et Thomas Wayne va avoir cette mort sur la conscience. Et là, on apprend donc, fils à fissa, que Thomas Wayne menace Carmine Falcone d'aller le dénoncer à la police parce qu'il ne s'attendait pas. Il voulait juste que Carmine Falcone fasse pression, intimide le journaliste. Et donc Thomas menace de dénoncer Carmine à la police pour dire qu'il a tué le journaliste. Et là, en fait, c'est Alfred qui apprend ça quelques minutes plus tard donc à Batman, à Bruce. Et il lui fait comprendre qu'en gros, c'est le soir même où Thomas a menacé Carmine de le dénoncer à la police que Thomas et Martha se font tuer. Et donc, moralité, et c'est, moi je trouve, la magie, la beauté de l'histoire ici, c'est que Thomas Wayne, qui voulait être candidat proche du peuple, il était candidat aux élections municipales au moment où il se fait tuer, il voulait être maire de Gotham, eh bien,
ça prouve qu'on a finalement toutes et tous notre part sombre, notre côté sombre, et même quelqu'un comme Thomas Wayne avait une part sombre. Un mot des méchants, les amis. The Riddler, on en a parlé, on revient pas dessus. On retrouve donc deux grands pontes historiques, évidemment de la franchise Batman. Donc on a Carmine Falcone, qui est un peu le vrai maire de la ville, même s'il n'est pas élu. Et le pingouin Oswald Cobblepot, un personnage que j'adore. Je vous l'ai dit tout à l'heure, joué sans le savoir véritablement par Colin Farrell. Et Cobblepot, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il devient un ponte après de Gotham, à la base c'est un lieutenant de Carmine Falcone, c'est son subalterne. Sauf que Cobblepot, il a des qualités qui sont aussi des défauts, c'est qu'il est très ambitieux, qu'il est avide de pouvoir, et alors ça pour le coup c'est évidemment un défaut, il est extrêmement violent, Cobblepot. Bon ça on ne le voit pas tout de suite dans The Batman, on le verra sûrement plus tard, et on en reparle aussi dans un instant en fin de vidéo, parce qu'il y a une série qui se prépare potentiellement sur Oswald Cobblepot, sur le pingouin donc, et là pour moi c'est un des points d'orgue du film, cette scène incroyable entre Batman et Cobblepot, entre le pingouin donc et Batu, où vous voyez Batman qui renverse la voiture de Cobblepot et Batman qui traverse comme ça, qui sort des flammes pour rejoindre Cobblepot et l'attraper et l'arrêter. C'est vraiment, cette scène, elle est incroyable. Là, le fond musical derrière est tellement fou. Enfin, si vous avez bien vu le film au cinéma, je pense que vous devez avoir l'ambiance dans la tête. C'était assez incroyable d'intensité, vraiment une scène magistrale encore une fois. Et puis concernant Carmine Falcone, je vous en ai déjà parlé, il n'y a pas grand chose à dire, on apprend donc qu'il est le père de Selina Kyle, de Catwoman, qu'il était assez proche des Wayne, enfin, en tout cas il y avait des connexions, peut-être qu'on en apprendra même davantage dans les éventuels prochains films ou séries, spin-off, etc. Et puis on apprend aussi qu'il se fait tuer, bien sûr, par The Riddler, par l'homme mystère. Un avant-dernier point sur cette vidéo les amis. Vous savez sans doute que l'univers de Batman, Gotham, la ville de Gotham City, n'a jamais été très avancé, on va dire, d'un point de vue technologique. Et là, sur ce film, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on est vraiment collé à notre modernité, nous, de spectateurs. Et donc, on le voit à plusieurs reprises, notamment avec cette présence des réseaux sociaux. Évidemment, le passage le plus important, c'est lorsqu'on dévoile les vidéos du Riddler, donc de l'homme mystère, sur les réseaux sociaux, avec les gens qui répondent, on voit les commentaires, je crois même qu'on voit des likes, etc. On voit le nombre de followers, 507, il me semble, 507 personnes qui le suivent, lui qui ne suit personne. Et donc, il y a cette touche de modernité avec des vidéos qui apparaissent en plusieurs reprises en format 9:16, vous savez, à la verticale, un peu comme si vous étiez sur TikTok. Et franchement, moi, cette petite touche de modernité, je trouve ça pas mal. Pourquoi ? Parce que je pense que ça enrichit les possibilités au niveau du scénario, donc ça c'est une première chose. Et puis si ça peut aussi aider à séduire des jeunes qui ne connaissaient pas forcément très bien l'univers de Batman, c'est banco, c'est une bonne nouvelle quoi. Enfin, on va parler donc du tournage avant l'ultime conclusion. Oui, on pourrait croire que The Batman est tourné à New York, mais absolument pas. En réalité, les amis, l'immense majorité des plans extérieurs que vous voyez ont été tournés du côté de l'Illinois, dans une ville qui s'appelle Chicago, de Windy City, la ville des vents. Et en fait, pour moi, c'est encore plus visible parce que bon, si vous avez suivi les vidéos de la chaîne, vous avez vu que j'ai eu la chance donc de pouvoir aller là-bas il y a quelques semaines, quelques mois. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais c'est juste que j'ai reconnu instantanément. Et j'imagine que pour les Américains qui connaissent bien la ville, sa géographie, etc., ça sent encore plus aux yeux. Et tenez, prenez le Loop par exemple, cette boucle en fait aérienne sur donc laquelle tourne un métro à Chicago. C'est particulier parce que c'est unique au monde comme installation, comme architecture. Et le Loop, alors on l'avait déjà aperçu plusieurs fois dans The Dark Knight, Batman avec Christopher Nolan en réalisation, mais là on le voit quasiment tout le temps en fait, le Loop tout le long du film, mais c'est pas la seule référence à Chicago, loin de là. On aperçoit à un moment donné brièvement le Millennium Park, on voit aussi le Chicago Board of Trade Building, qui d'ailleurs se situe dans le quartier financier du Loop, et qui est particulièrement photogénique avec ses faux airs d'Empire State Building, même s'il est quasi 2 fois moins haut, si je vous dis pas de bêtises. Et on aperçoit à plusieurs reprises, et beaucoup à la fin, cet énorme bâtiment en forme de flanc un petit peu, qui est l'Atrium Wall. Alors j'avais pas pu y rentrer à Chicago, il était fermé, mais c'est pour moi l'un des bâtiments les plus imposants de la ville. Il n'est pas très grand, mais c'est un espèce de mastoc, le truc, c'est énorme. Autre anecdote aussi, bon, vous savez que le tournage a été grandement perturbé par la crise pandémique, par la Covid-19, et donc notamment il y a des plans qui ont été tournés au Royaume-Uni, notamment du côté du St. George Halls de Liverpool, qui a servi de lieu de tournage, notamment pour tout ce qui est tribunaux, etc., si là aussi je vous dis pas de bêtises. Voilà, en tout cas les amis, c'est terminé pour cette vidéo de Batman. Encore quelques notes là-dessus, je suis très heureux
heureux de l'avoir réalisé. Ce Batman, c'est un vrai petit bijou. Et on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de suite. Surtout que d'après les premiers retours qu'on a du box-office, que ce soit du côté de l'Amérique du Nord, de la France et d'Europe, les chiffres ont l'air quand même très 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 costauds, pour ne pas dire historiques. Donc il n'y a pas de doute, honnêtement. Et concernant l'après, justement, il y a plein de choses qui sont sorties déjà. Alors outre le départ d'une potentielle nouvelle trilogie, eh bien nous aurons droit à une série dérivée d'Oswald Cobblepot, peut-être emmenée par Colin Farrell. Et Matt Reeves lui-même, le réalisateur de The Batman, a indiqué que la série serait directement liée à The Batman, parce qu'il a dit que le début de la série débutera à la fin de The Batman. Donc ce sera tout lié. Et il a parlé éventuellement d'un The Batman 2, donc une suite, en disant que la série, en fait, suivrait le film de Batman 2. Donc tout va être connecté et ça nous promet quand même de belles années de Batman à l'avenir. Et donc je ne peux que me languir. Et puis il y a un dernier petit truc, c'est des petites rumeurs, ça par contre que j'ai vu sur Internet, c'est qu'on aurait peut-être aperçu Robin. On aurait peut-être aperçu Robin, notamment dans cette scène du début, vous savez, où il y a ce gang qui s'attaque à ce monsieur inconnu, d'ailleurs sur le Loop, dans le métro. Et on voit que le jeune qui est un peu bizuté de la bande, il n'ose pas frapper le monsieur et qui se place ensuite en retrait et même qui prend la fuite par moment. Et là, il échange un drôle de regard avec Batman et certains se disent que c'est peut-être un Robin caché. Pourquoi? Parce que l'acteur en fait qui l'incarne, il fait déjà partie de la famille DC puisqu'il a joué dans la série Titan, donc voilà, c'est potentiellement un Robin. Et puis une autre rumeur qui me paraît pas si bête, c'est que le fils de Don Mitchell Jr., le petit, vous savez, eh bien, on l'aperçoit à plusieurs reprises dans le film et à chaque fois, il croise le regard de Bruce. C'est peut-être aussi un signe qu'un Robin est en train de naître. Mais bon, c'est pure spéculation à ce niveau-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la série Oswald Cobblepot, ça verra le jour et que, franchement, je ne suis pas devin si je vous dis qu'il y aura une suite à ce film également en tant que film long métrage. Donc voilà, les amis, merci d'avoir vu cette vidéo. La conclusion en 2 mots, le film dingue. Voilà, le film est complètement dingue, il est fou. Robert Pattinson, excellent en Batman. Moi, je suis super agréablement surpris. J'espère que vous l'avez été aussi. J'attends vos commentaires, les amis, nombreux, juste en dessous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Donnez votre note sur le film. Moi, personnellement, je mettrai 19 sur 20. Voilà. Et j'ai même pas envie de lever un point, j'ai envie de mettre 20 sur 20, mais quand même, faut jamais mettre de trop mauvaises notes parce qu'on sait jamais. Mais 19 sur 20 pour ce film qui est un chef-d'œuvre, un bijou. 3 heures, on les voit pas passer, on a l'impression que ça dure beaucoup moins longtemps. Et franchement, donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo comme vous avez aimé le film. Ça serait une bonne nouvelle pour moi. Donc voilà, allez, prenez soin de vous, les amis. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Vous avez vu que l'ambiance était un peu sombre sur cette vidéo. Allez, salut!